Bonjour esprit curieux, bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée si puissante que, sans que vous vous en rendiez compte, elle a façonné la façon dont vous aimez, la façon dont vous ressentez et surtout la façon dont vous vous percevez vous-même. Une idée qui s'est répandue comme une fièvre dans le monde entier. Et si je vous disais que votre sens de l'identité, cette voix intérieure que vous appelez « moi », n'est pas entièrement la vôtre? Et si je vous racontais qu'elle fut une invention, une rébellion émotionnelle qui a eu lieu il y a plus de 200 ans et dont nous ne nous sommes toujours pas remis? Réfléchissez un instant, une idée qui vous définit. Voici l'histoire de la fièvre du moi, le cœur du romantisme. Non pas tel que vous l'avez vu à l'école avec des poèmes ennuyeux, mais comme une force chaotique et globale qui a enseigné à l'humanité à ressentir avec une intensité jamais vue de l'Allemagne à la Perse. Une véritable révolution de la conscience. Avant de commencer, je voulais vous parler des images que vous voyez. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour les générer. Considérez-les donc comme une toile, une façon d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que je vous raconte. Elles ne seront pas toujours une représentation exacte ou littérale, mais un accompagnement visuel pour que vous laissiez libre cours à votre imagination avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Pour comprendre l'ampleur de cette explosion, nous devons d'abord voyager dans un monde sans moi. Avant le XVIIIe siècle, votre valeur ne résidait pas en vous. Votre identité était définie par votre famille, votre Dieu, votre roi ou votre communauté. Vous étiez une pièce d'un grand mécanisme social et vos émotions personnelles étaient, en grande partie, secondaires. L'univers était une horloge parfaite, créée par un horloger divin, et la raison était l'outil pour comprendre son fonctionnement. Les Lumières nous ont offert la science, l'ordre et le progrès. Mais à quel prix elles ont réduit le cœur au silence? La passion, le chaos et l'émotion individuelle étaient considérés comme une erreur de système, une folie à réprimer. Mais alors, en Allemagne, quelque chose s'est brisé. Un groupe de jeunes écrivains et poètes en a eu assez de cet ordre étouffant. Ils ont appelé leur mouvement Sturm und Drang, ce qui se traduit par tempête et élan. Et ce fut exactement cela, une tempête d'émotions contre le froid château de la raison. Ils ont proclamé une nouvelle vérité. L'expérience la plus authentique et la plus humaine ne se trouvait pas dans la logique, mais dans le sentiment pur, brut et souvent contradictoire. La joie extatique, la mélancolie profonde, l'amour dévorant, c'était la vraie vie. L'individu et son univers intérieur devinrent le centre de tout. Le grand catalyseur de cette rébellion fut Johann Wolfgang von Goethe. Son roman « Les souffrances du jeune Werther » ne fut pas qu'un livre, ce fut un phénomène viral. Il racontait l'histoire d'un jeune artiste consumé par un amour non partagé au point de se suicider. Un récit qui explorait le moi d'une manière radicalement nouvelle. Le roman déclencha une hystérie collective. Les historiens documentent que des jeunes dans toute l'Europe commencèrent à s'habiller comme Werther, avec une veste bleue et un gilet jaune. Et plus tragiquement, il provoqua une vague de suicides par imitation, un phénomène que les sociologues étudient encore aujourd'hui. Le pouvoir d'une idée était réel et dangereux. Ce que Goethe fit, ce fut de valider la souffrance personnelle. Il dit au monde que vos sentiments, aussi sombres fussent-ils, étaient importants. En fait, ils étaient la preuve que vous étiez en vie. Le moi mélancolique et tourmenté n'était pas un défaut, mais une marque de profondeur et de sensibilité. Le héros romantique était né. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, la fièvre prenait une forme différente. Ici, le moi ne se trouvait pas dans le tourment social, mais dans un lieu bien plus ancien et sacré, la nature. Des poètes comme William Wordsworth et Samuel Taylor Coleridge entamèrent un pèlerinage vers la nature sauvage. Pour eux, la nature n'était pas seulement un ensemble d'arbres et de montagnes, c'était un miroir de l'âme humaine. Une promenade en forêt ou la contemplation d'un lac n'était pas un passe-temps, c'était un acte spirituel. C'était une façon de se connecter à une vérité plus profonde en soi, loin du bruit corrupteur de la société industrielle. Wordsworth écrivit comment la vue de quelques narcisses pouvait remplir son cœur de joie, même dans les moments de solitude. L'émotion remémorée devenait poésie, le moi se nourrissait de la mémoire et de la beauté naturelle. La nature était la cathédrale où l'individu pouvait s'adorer lui-même. Cette idée est si puissante qu'elle survit jusqu'à aujourd'hui. Lorsque nous disons que nous devons nous échapper dans la nature pour nous retrouver nous-mêmes, nous répétons en substance un credo romantique. Nous cherchons ce miroir de l'âme qu'ils ont découvert il y a 2 siècles. C'est un héritage direct de leur pensée. Mais la fièvre ne s'est pas arrêtée au paysage tranquille. En France, le moi s'est chargé de poudre et s'est lancé sur les barricades. La Révolution française, avec sa devise « Liberté, égalité, fraternité », fut à bien des égards une révolution romantique. L'idée qu'un individu pouvait et devait renverser un système injuste était du pur romantisme politique. Des écrivains comme Victor Hugo ont pris cette énergie et l'ont immortalisée. Dans Les Misérables, les héros ne sont ni rois ni nobles.
Ce sont les marginaux, les rebelles, les amants passionnés. Des personnages comme Jean Valjean ou Fantine sont de purs moi romantiques, guidés par leur conscience et leur cœur contre la cruauté de la société. Le romantisme français nous a enseigné que le moi ne fait pas seulement que ressentir, il agit. Il a une responsabilité morale de lutter pour la justice, de défendre l'opprimé. La passion individuelle est devenue un moteur de changement social. Votre conscience personnelle pouvait et devait changer le monde. Une idée véritablement révolutionnaire. Maintenant, c'est ici que l'histoire devient encore plus intéressante, parce que cette fièvre du moi ne fut pas un phénomène exclusivement européen. Tandis qu'en Occident, on cherchait le moi dans la rébellion et la nature, dans le monde perse, une tradition millénaire explorait l'âme d'une manière complètement différente mais parallèle. Je parle du soufisme, la branche mystique de l'islam, et de son poète le plus célèbre, Rumi. Des siècles avant les romantiques européens, les poètes soufis étaient déjà obsédés par le voyage intérieur, par la relation personnelle et intime entre l'individu et le divin. C'était une autre façon de chercher le moi. Pour Rumi, l'amour n'était pas seulement un sentiment humain, c'était la force qui mouvait l'univers. Le moi n'était pas fait pour être glorifié, mais pour être anéanti, dissous dans un amour si grand qu'il effaçait la séparation entre l'amant et l'aimé, entre l'être humain et Dieu. Un concept d'union totale. Sa poésie utilise le langage de l'amour romantique. Elle parle du désir ardent, de la douleur de la séparation et de l'extase de l'union. Mais l'aimer est, en dernière analyse, le divin. La blessure est l'endroit par où la lumière entre en vous, a écrit Rumi. Comme dans le romantisme de Werther, la douleur est un portail vers une vérité plus profonde. Nous avons donc deux chemins qui semblent opposés, mais qui naissent du même besoin. Le moi romantique occidental cherche à s'affirmer, à crier son existence au monde. En revanche, le moi du mysticisme soufi cherche à se transcender, à se perdre dans quelque chose de plus grand. Cependant, les deux placent l'expérience émotionnelle et individuelle au centre absolu de l'univers. Ceci nous démontre que le romantisme ne fut pas seulement un mouvement littéraire. Ce fut une réponse humaine globale à une question fondamentale. Que signifie être un individu? Comment naviguons-nous notre univers intérieur? Tant un jeune Allemand lisant Goethe qu'un mystique persan lisant Rumi étaient dans la même quête. La fièvre s'est étendue partout. En Russie, des poètes comme Pouchkine et Lermontov ont créé la figure de l'homme superflu, un héros romantique aliéné, trop intelligent et sensible pour une société qui ne le comprend pas. Un écho direct du Werther de Goethe, mais avec une saveur distinctement russe. Aux États-Unis, le transcendantalisme d'Emerson et Thoreau fut une version américaine du romantisme européen. L'autosuffisance, l'intuition individuelle et le lien avec la nature sauvage du Nouveau Monde en étaient les piliers. Fais confiance à toi-même, tout cœur bat au son de cette corde de fer, a écrit Emerson. Même en Amérique latine, le romantisme a pris racine, se mêlant aux luttes pour l'indépendance. Les héros nationaux étaient souvent des figures romantiques et la littérature utilisait l'exaltation du paysage local comme une forme de forger une nouvelle identité nationale, un moi collectif et à la fois individuel. L'idée était trop contagieuse. La primauté de l'émotion, la sainteté de l'individu et la nature comme refuge spirituel. Ces concepts sont devenus le système d'exploitation de l'esprit moderne. Nous tenons pour acquis que nous devons suivre notre cœur ou être fidèles à nous-mêmes. Ce sont des idées purement romantiques. Maintenant, nous arrivons au tournant, le moment où cette histoire vieille de 200 ans percute votre réalité du XXIe siècle. Parce que cette fièvre, la fièvre du moi, n'a pas disparu. En fait, elle n'a jamais été aussi forte. Elle a simplement muté, s'adaptant à notre nouveau monde numérique. Pensez-y, qu'est-ce qu'un réseau social sinon une scène mondiale pour la performance du moi? Chaque profil, chaque photo, chaque statut est une déclaration mise en scène de notre identité. Me voici, c'est moi, ce sont mes sentiments, mes expériences, mes goûts. C'est l'apothéose de l'individualisme romantique. Le héros romantique tourmenté publie désormais des selfies mélancoliques avec des filtres artistiques. La recherche de la nature sauvage de Wordsworth s'est transformée en photos de voyage vers des lieux exotiques avec des étiquettes comme Wanderlust, un mot allemand qui signifie désir de voyager. Le lien est direct. L'industrie du bien-être et du développement personnel, qui brasse des milliards, repose sur la promesse romantique de trouver votre vrai moi. La méditation, le yoga, les livres d'auto-assistance, tous nous vendent l'idée qu'il y a un être authentique et pur en nous, attendant d'être découvert si seulement nous achetons la bonne méthode. Nous sommes obsédés par l'authenticité, une valeur suprême à l'ère romantique. Nous voulons des emplois qui nous passionnent, des relations qui nous complètent et des expériences qui soient authentiques. Nous rejetons l'artificiel, le corporatif, l'imposé, dans une rébellion qui est un écho direct du Sturm und Drang allemand. Mais cet héritage a un côté obscur. La glorification du moi peut aussi mener à un narcissisme profond et à une solitude paralysante. Si l'individu est le centre de l'univers,
la communauté s'affaiblit. La pression d'être unique, spécial et constamment heureux est épuisante. C'est la mélancolie de Werther, mais à l'échelle mondiale. La culture de l'annulation, par exemple, peut être vue comme une version moderne du jugement moral romantique. Nous jugeons les personnalités publiques non pas pour leurs œuvres, mais pour l'authenticité et la pureté de leur « moi ». Nous cherchons la tâche dans leur caractère et la passion de la foule se déchaîne, comme dans les romans de Victor Hugo. Alors la prochaine fois que vous ressentirez un profond besoin de vous exprimer, de vous connecter à la nature ou que vous vous sentirez incompris par la société, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul à ressentir cela. Vous faites partie d'une conversation séculaire. Vous ressentez l'écho de la fièvre qui a défini l'ère moderne. Le romantisme n'est pas un chapitre mort dans les livres d'histoire. C'est l'air que nous respirons. C'est le langage que nous utilisons pour parler de nos émotions les plus profondes. Il nous a donné la permission de ressentir, d'être complexe, de croire que notre vie intérieure compte plus que toute autre chose. Il nous a légué un cadeau incroyable, l'idée que chaque moi est un univers unique et digne d'être exploré. Mais il nous a aussi laissé un fardeau, celui de donner un sens à cet univers, souvent en solitaire. C'est un héritage magnifique et en même temps terriblement lourd. De la rébellion juvénile du Sturm und Drang à la quête mystique de Rumi, en passant par la nature anglaise et les barricades françaises, la recherche du moi a été et reste la grande aventure de l'humanité. Une fièvre qui nous a tous infectés et nous a fait ce que nous sommes. L'invention du moi romantique fut un point de non-retour. Avant, les gens souffraient, aimaient et mouraient, mais l'idée que ces expériences personnelles étaient le centre de l'existence humaine était radicale. Elle a changé l'art, la politique et la psychologie pour toujours. Elle nous a enseigné un nouveau langage pour l'âme. Pensez à la musique. Comparez la structure ordonnée et mathématique de Bach, de la période baroque, à l'explosion émotionnelle et personnelle des symphonies de Beethoven. Cette transition est le son du romantisme naissant. C'est le moi qui prend le contrôle de l'orchestre, avec ses passions et ses tourments. Ou à l'art. Le néoclassicisme précédent recherchait la perfection, l'équilibre et les thèmes mythologiques. Les peintres romantiques, comme Caspar David Friedrich, ont peint des paysages qui étaient en réalité des paysages de l'âme. Leurs figures solitaires face à l'immensité de la nature sont des portraits du moi confrontant l'infini. Le fascinant est la façon dont chaque culture a adapté cette fièvre à sa propre idiosyncrasie. La mélancolie allemande n'est pas la même que la passion révolutionnaire française, ni que le mysticisme persan. Le moi s'est drapé des costumes de chaque nation, démontrant son incroyable flexibilité en tant qu'idée. Même le concept d'amour romantique, tel que nous le connaissons, est en grande partie une construction de cette époque. L'idée qu'il doit y avoir une connexion d'âme unique, une âme sœur, et que cet amour justifie de briser les conventions sociales, est le moteur d'innombrables romans et poèmes romantiques. Avant cela, le mariage était souvent une transaction économique ou sociale. Le romantisme l'a réinventé comme l'expression suprême du moi. Aimer quelqu'un est devenu une façon de se connaître soi-même. Une idée qui domine aujourd'hui entièrement notre culture, des films hollywoodiens aux applications de rencontres. Revenons à cette connexion globale. La poésie soufie de Hafez et Rumi est devenue extrêmement populaire en Europe au XIXe siècle. Goethe lui-même fut fasciné et écrivit son Divan occidental-oriental en hommage. Les plus grands penseurs ont reconnu qu'ils participaient à la même conversation à travers les siècles et les cultures. Au cœur de la Perse, l'actuel Iran, la quête du moi a pris un chemin introspectif et mystique. Ici, la poésie n'était pas un cri de rébellion contre la société, mais un murmure de l'âme aspirant à s'unir au divin. L'émotion était le véhicule de la transcendance spirituelle. La figure du poète comme un être quasi prophétique, quelqu'un qui peut voir les vérités cachées de l'univers à travers l'intensité de son sentiment, est une idée qui unit le romantique européen au mystique oriental. Tous deux sont des explorateurs des mondes invisibles qui se cachent en nous. Et nous ne pouvons pas oublier le côté sombre et gothique du romantisme. Des auteurs comme Mary Shelley avec Frankenstein ou Edgar Allan Poe ont exploré les cauchemars du moi. Qu'arrive-t-il lorsque l'ambition individuelle s'emballe? Ou lorsque l'esprit sombre dans la folie et l'horreur? Ce sont les ombres inévitables de la lumière de l'individualisme. Frankenstein est la parabole romantique ultime. Un scientifique, Victor Frankenstein, dans sa quête arrogante de connaissances individuelles, crée un autre, un monstre qui est la manifestation de son propre moi refoulé et solitaire. C'est un avertissement sur les dangers de jouer à être Dieu, un thème central pour les romantiques. Ainsi, le romantisme nous a donné les outils pour comprendre à la fois nos rêves les plus élevés et nos cauchemars les plus profonds. Il nous a enseigné à voir la beauté dans l'imparfait, le sublime dans l'effrayant et l'héroïque dans le mélancolique. Il a radicalement élargi le vocabulaire de l'expérience humaine. Considérez comment cette idée impacte votre vie quotidienne. Lorsque vous choisissez une carrière basée sur votre passion, plutôt que sur la sécurité, c'est du romantisme.
Lorsque vous mettez fin à une relation parce que vous ne vous sentez pas vous-même, c'est du romantisme. Lorsque vous recherchez une expérience de voyage authentique, c'est du romantisme. Nous sommes, pour le meilleur ou pour le pire, les enfants de cette révolution. Nous avons hérité de son individualisme, de son désir de transcendance et de sa croyance dans le pouvoir rédempteur de l'émotion. Mais nous avons aussi hérité de son potentiel de solitude et de narcissisme. La fièvre du moi continue de couler dans nos veines. Alors, comment gérons-nous cet héritage? La première étape est d'en être conscient. Comprendre que beaucoup de nos croyances les plus profondes sur nous-mêmes ne sont pas des vérités universelles, mais des idées ayant une histoire. Des idées qui ont été forgées à un moment précis pour des raisons précises. Cela ne leur enlève pas leur valeur. Au contraire, cela nous permet d'apprécier l'incroyable odyssée intellectuelle et émotionnelle qui nous a menés jusqu'ici. Cela nous donne une carte pour naviguer notre propre paysage intérieur, reconnaissant les montagnes de la passion, les vallées de la mélancolie et les fleuves de la créativité que les romantiques ont cartographiés pour la première fois. La prochaine fois que vous écouterez une chanson qui vous émeut aux larmes, ou que vous verrez un coucher de soleil qui vous coupe le souffle, ou que vous ressentirez un amour si fort qu'il semble vouloir vous briser la poitrine, arrêtez-vous un instant. Reconnaissez cette sensation. C'est la fièvre romantique. C'est l'héritage de poètes, de rebelles et de mystiques qui vous ont enseigné à ressentir ainsi. Au final, la quête du moi n'a pas de destination finale. C'est un voyage continu. Les romantiques ne nous ont pas donné de réponse. Ils nous ont donné quelque chose de bien plus précieux, la question et la permission d'entreprendre la quête. Une quête qu'aujourd'hui, chacun de nous poursuit à sa manière. L'exaltation du génie individuel, de l'artiste comme un être torturé et exceptionnel, est une autre des grandes exportations du romantisme. Avant, un artiste était un artisan au service d'un mécène ou de l'Église. Après, il est devenu un héros, un visionnaire dont la seule loyauté était envers sa propre vision intérieure. Cette idée a créé une immense pression sur les créatifs d'aujourd'hui. L'attente d'être entièrement original, de souffrir pour votre art et de canaliser une vérité profonde. C'est un idéal romantique qui peut être à la fois une source d'inspiration et d'une anxiété écrasante. Un standard presque impossible à atteindre. Même la façon dont nous concevons l'enfance a changé. Avant, les enfants étaient vus comme des adultes en miniature. Les romantiques, comme le philosophe Jean-Jacques Rousseau, les ont idéalisés comme des êtres purs et innocents, non corrompus par la société. L'enfance est devenue un paradis perdu que le moi adulte aspirait à retrouver. Cette vision romantique de l'enfance perdure. Elle façonne notre éducation, nos lois sur la protection de l'enfance et notre nostalgie culturelle d'une prétendue innocence perdue. C'est un autre des fils invisibles qui relie notre présent à cette explosion d'idées d'il y a 200 ans. L'ironie est que, en cherchant l'authentique, nous tombons souvent dans l'imitation. Les jeunes qui s'habillaient comme Werther au XVIIIe siècle sont les ancêtres des influenceurs d'aujourd'hui qui adoptent une esthétique particulière pour projeter un « moi » spécifique. La performance de l'authenticité est un paradoxe romantique. Le romantisme, en son essence, fut un mouvement profondément juvénile. Ce fut la première fois dans l'histoire que la culture juvénile, avec sa rébellion, son idéalisme et son intensité émotionnelle, a pris le devant de la scène. Chaque mouvement contre-culturel depuis lors doit quelque chose au Sturm und Drang, et la nature, son grand sanctuaire. L'idée de protéger l'environnement trouve ses racines dans la vénération romantique pour la nature sauvage. Les premiers écologistes utilisaient souvent un langage que Wordsworth ou Thoreau auraient reconnu, parlant de la nature non en termes de ressources, mais de valeurs spirituelles et esthétiques. Alors la prochaine fois que vous recyclerez une bouteille ou que vous vous inquiéterez du changement climatique, rappelez-vous qu'une partie de cette impulsion éthique a été nourrie par des poètes qui voyaient dans un paysage non seulement la terre et l'eau, mais le visage du divin et un miroir de leur propre âme. Le lien est profond. Le voyage du moi est, par conséquent, un labyrinthe. Il a des chemins qui mènent à la libération, à la créativité et à une connexion profonde. Mais il a aussi des impasses qui mènent au narcissisme, à la solitude et au désespoir. C'est la carte de la conscience moderne, avec toute sa lumière et toute son obscurité. De l'amour passionné qui défie la mort, à la communion tranquille avec un arbre solitaire. De la lutte pour la justice sociale, à la dissolution mystique dans le tout. Toutes ces expressions sont celles de la même fièvre, de la même tentative de répondre à la question la plus humaine de toutes. Qui suis-je ? Et cette question, une fois formulée avec la force qu'y ont mise les romantiques, ne put plus être ignorée. Elle s'est installée au cœur de notre civilisation et continue de battre avec force, impulsant nos meilleures œuvres d'art et nos crises existentielles les plus profondes. Le romantisme global nous a enseigné que nos géographies internes sont aussi vastes et dignes d'exploration que n'importe quel continent sur Terre. Il nous a donné le courage d'être les héros de nos propres histoires. Il nous a donné le langage pour raconter notre voyage intérieur.
Au final, peut-être que le moi n'est pas quelque chose que l'on trouve comme un trésor perdu. Peut-être est-ce quelque chose qui se crée. Il se crée avec chaque choix, avec chaque poème qui nous émeut, avec chaque paysage qui nous émerveille, avec chaque amour qui nous transforme. Le romantisme ne nous a pas donné une destination. Il nous a donné une boussole et une toile vierge. C'est l'idée que votre vie peut être votre plus grande œuvre d'art. Une idée libératrice et à la fois terrifiante. Mais c'est peut-être l'héritage le plus durable et le plus puissant de cette fièvre mondiale dont nous avons parlé aujourd'hui. Celle qui nous a convaincus que l'expérience d'être en vie était en soi sacrée. La prochaine fois que vous regarderez les étoiles, ne pensez pas seulement à l'astronomie. Pensez aux poètes romantiques qui y ont vu un reflet de leur désir infini, aux mystiques soufis qui les ont vus comme le voile du divin. Vous participez à une tradition d'émerveillement qui nous relie tous. L'influence est si subtile qu'elle est parfois invisible. Lorsqu'un politicien fait appel au cœur et aux esprits ou à l'esprit de la nation, il utilise une rhétorique romantique. L'idée de la nation comme une entité avec une âme et un destin collectif est une extrapolation du moi individuel romantique. Cette quête incessante alimente aussi notre culture de consommation. Nous achetons des produits, non pas pour leur utilité, mais pour ce qu'ils disent de notre moi. Un café artisanal, une voiture d'une marque spécifique, des vêtements de créateurs. Ce sont des symboles que nous utilisons pour construire et communiquer notre identité unique. Même en science, un domaine apparemment opposé à l'émotion, l'esprit romantique persiste. Le scientifique solitaire, poussé par une passion et une curiosité insatiable, qui travaille jour et nuit pour percer un secret de l'univers, est une figure profondément romantique. C'est l'explorateur de l'inconnu. Nous avons vu comment une idée, née de la rébellion et de la poésie, a traversé les frontières, transformé les cultures et redéfini ce que signifie être humain. Du tourment de Werther à l'extase de Rumi, l'humanité s'est lancée dans son voyage le plus intime, la découverte du moi. L'histoire du romantisme global est, en dernière analyse, notre propre histoire. C'est l'autobiographie de notre esprit moderne. La comprendre, c'est mieux nous comprendre nous-mêmes, avec nos contradictions, nos passions et notre éternelle quête de sens dans un monde complexe. J'espère que ce voyage vous aura donné une nouvelle perspective sur pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, que vous verrez les empreintes de ces poètes et penseurs dans votre propre vie et que vous apprécierez la complexité de l'héritage que nous avons tous reçu. En conclusion, la fièvre du moi nous a appris que chaque vie individuelle est une épopée, que dans la plus petite des émotions peut résider la plus grande des vérités, et que la quête de soi, même si elle est parfois douloureuse, est l'aventure la plus précieuse que nous puissions entreprendre. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette exploration si profonde. Votre curiosité et votre temps sont le plus beau des cadeaux. J'espère que vous avez apprécié cette analyse autant que j'ai aimé la préparer pour vous. Si ce voyage au cœur de la littérature et de la psychologie vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines aventures intellectuelles. Et dites-moi en commentaire de quelle manière cette fièvre du moi se manifeste dans votre vie. J'adorerais vous lire.